Shalom à toutes les auditrices. Alors bien que nous soyons, Baruch Hashem, dans nos torchons et nos casseroles, eh bien, on va quand même prendre un petit moment pour faire ce cours et se préparer, puisque la préparation des fêtes, ce n'est pas simplement sur le plan matériel, mais c'est surtout sur le plan spirituel. Et donc, il faut aussi se préparer à la fête de Pessah, puisque c'est une fête importante au niveau de la transmission, du vécu de la sortie d'Égypte. C'est le moment vraiment de réaliser en fait au maximum dans notre quotidien, de réaliser au maximum la sortie d'Égypte et de le vivre pleinement. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu, on va plutôt continuer notre cours de la semaine dernière que nous avions commencé sur les 4 questions des banim, des enfants, qui posent au Laïla Seder. Et effectivement, la question, c'est la question, c'est-à-dire quelles sont les bonnes questions à poser, quelles sont les questions que l'on pose et qu'il faut savoir comment y répondre. Tout ça, c'est très important parce que c'est ça qui va orienter aussi pendant le Seder avec les enfants, de leur montrer, de les éveiller, puisque le questionnement, c'est une question de éveil. C'est pour réveiller l'âme, c'est pour réveiller notre conscience, pour réaliser, en fait, pour réaliser dans le sens où tout d'un coup, on va réaliser qui nous sommes, où nous sommes et qu'est-ce que on attend de nous. Alors, Bezrat Hashem, on va voir, comme on a dit, les 2 autres questions que nous avions commencé la semaine dernière. Alors, un petit mot quand même sur Parashat de Tzav, puisque Tzav, on continue les korbanot, on continue les sacrifices, l'enseignement des sacrifices au Kohanim, quel korban à faire à quel moment. Mais la paracha, elle commence avec le mot Tzav qui veut dire donc tu ordonnes. Mais Rashi nous précise que le mot Tzav signifie aussi les arèses, c'est-à-dire il faut s'empresser de faire une mitzvah, surtout celle des korbanot. Pourquoi? Parce que un korban, c'est quoi? Un korban, c'était quelque chose qu'il fallait acheter. Et donc, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Les fêtes aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on peut un petit peu des fois se dire, bon, allez, c'est pas la peine, et pourquoi si, etc. Et on n'a pas envie parce que là où il y a de la perte d'argent, eh bien, Chazal, il te dit, tu ordonnes tout de suite, tu te poses pas de questions, et tu fais directement ce qui est nécessaire à faire. Donc, il y a un empressement autour de tout ce qui concerne des choses, des mitzvot, qui vont nous faire, soi-disant, entre guillemets, perdre de l'argent, utiliser notre argent. Bon, c'est intéressant de voir aussi que le mot tzav, bon, si on fait un jeu de mots maintenant, parce que tzav en hébreu, si on transforme on enlève le vav et on le met un bet, alors c'est la tortue. Alors on va justement dans ce jeu de mots essayer de ne pas être trop lent et justement de s'empresser au maximum de faire les mitzvot d'Hachem Bessimcha. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois avec les questions des 4 fils? Alors, les 2 premiers, comme on avait dit, le Chacham, le Racha. Maintenant, on va remarquer, on a les deux autres qui sont le Tam et celui qui ne s'est pas posé de questions. Chazal, ils vont nous mettre un petit peu ces 4 enfants en couple. C'est-à-dire que le Chacham et le Tam, ils vont un petit peu dans la même dynamique. C'est-à-dire que le Tam, il a la question, comme on avait dit la semaine dernière, que lui, il veut comprendre quelles sont les allusions qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait dans toutes les fêtes et où est-ce qu'il se cache comment je vais trouver Hachem dans tout ce qui se passe dans la réalité qu'il y a autour de moi. Et le Tam, lui, il vient d'une façon beaucoup plus simple. Non pas que ce n'est pas un simplet. On va voir que le simplet, c'est peut-être plutôt celui qui ne s'est pas posé de questions. Et encore. Mais le Tam, lui, il a un côté émotionnel. Le Tam, c'est un peu un émotif parce que il voit qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il dit, alors comme on dit souvent, enfin, je vois souvent, par exemple, on est une génération de SMS, on est une génération où on parle beaucoup avec des messages. Et très souvent, dans les messages, il n'y a pas les intonations. Alors, on peut dire des fois un mot, ou une phrase,
on va dire quelque chose, mais comme il n'y a pas d'intonation, on peut mettre l'intonation qu'on veut. Je peux dire à quelqu'un, oui, c'était pas mal. Et il va le lire, oui, c'était pas mal. Ah oui, c'était pas mal. Alors ça dépend comment je vais le lire, comment je vais mettre l'intonation. L'intonation du tam, on va la comprendre d'après la réponse que lui donne son père. Parce que son père, il va lui dire, c'est-à-dire que il va aller dans son sens. Il va dans le sens de la question. C'est-à-dire que la question, c'est, waouh, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Le gosse, il est emballé par tout le côté comme ça, un petit peu spécial de la fête et des changements et des bouleversements qu'on fait, etc. Et le père, donc quand il va lui donner la réponse, il va dans le même sens. Il va dire, ouais, ben Kadosh Borou, il nous avait sortir avec une main forte. Et il va lui raconter cette histoire d'une façon un petit peu comme ça, en film Cécile B2000, on va dire. Ça, c'est la question du tam. Mais on voit que dans la question du tam et du chacham dans la Torah, quand ces deux questions, elles sont ramenées, puisqu'en fait, nous avons ces questions dans la Torah et les réponses sont ramenées dans la Torah aussi, eh bien, on a le mot machar qui va avec. Si demain, ton fils, il te pose la question. Et ce mot machar, en fait, il nous explique aussi que ces deux questions, ce sont des questions qui ont qui ont un futur. C'est-à-dire que quand tu poses une question comme ça, comme le chacham, ou quand tu poses une question comme le tam, c'est-à-dire que tu es émerveillé, tu as la capacité d'être émerveillé par des choses, alors il y a une possibilité de continuer, il y a une possibilité d'éterniser les choses. Et ça va prendre, et ça donne une dimension justement très, très puissante. Par contre, le rachat, comme on avait dit la semaine dernière, qui lui, il va poser une question qui à la source est une question qui est aussi une question que la Torah pose, parce que vos enfants vont vous poser cette question. La seule différence, c'est que la réponse qui est donnée dans la Torah n'est pas la même que celle qui est écrite dans la Haggadah. Et dans la Haggadah, on va voir que le couple, on va dire, du rachat et celui qui ne s'est pas posé de questions vont ensemble. Pourquoi? Parce que c'est la même réponse. La Haggadah, le Baal Haggadah, celui qu'on appelle le Baal Haggadah, celui qui a écrit la Haggadah, eh bien, il a donné la même réponse pour le rachat et celui qui ne pose pas de questions. Parce que tous les deux, on va dire que ce sont des questions qui sont dangereuses. Alors on va dire que c'est la question, aujourd'hui on les appellerait, ceux qui posent ces questions, c'est Noar Bessikoun, des jeunes qui sont en danger. Pourquoi? Parce que d'abord la question du rachat, comme on avait dit la semaine dernière, où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'argument à lui donner, il faut simplement lui dire c'est comme ça, c'est notre émouna, c'est notre foi en Hachem, Akadosh Baruch Hu est là, et on a la émouna que Akol, tout est Behashgacha. Et c'est pour ça que si toi tu avais été là-bas, peut-être que tu serais pas sorti, parce que tu ne peux pas sortir d'Égypte si tu restes dans une vision du monde où il n'y a pas de Hashgacha. Et la question de celui qui ne s'est pas posé la question, qui est un danger aussi, et Chazal, il soulève ce problème. Mais celui qui ne s'est pas posé la question, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Alors, on va essayer de trouver une réponse pour un petit peu éveiller sa curiosité. Parce que même chez le rachat, quand on va lui dire, Vourzé, pour cela, Hachem, il m'a fait sortir d'Égypte. C'est parce que, pour ça, qu'est-ce que c'est pour ça? C'est parce que je vais prendre la garantie que je vais continuer la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'Hachem, il m'a fait sortir d'Égypte. Eh bien, dans cette même réponse qu'il y a pour le rachat et celui qui ne s'est pas posé de questions, il y a comme on interpelle la personne. Chazal, il nous dit que celui qui ne s'est pas posé la question, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Est-ce qu'il ne pose pas la question parce que il a des questions qui sont un petit peu borderline, comme on dit, et on ne sait pas très bien si c'est des questions qui sont cachères ou pas, ou c'est parce qu'il n'ose pas poser ces questions, ou alors c'est parce que vraiment il ne sait pas. Alors lui, c'est vraiment le simplet, il ne sait pas poser de questions, il voit les choses, il se laisse vivre. Alors, on va lui donner une réponse pour essayer un petit peu de l'éveiller. On va dire, oui, c'est pour ça qu'Hachem, il m'a fait tout ça. Mais on ne le donne pas sur le même ton. Encore une fois, c'est le ton qui va changer. Pour le rachat, on va lui dire, c'est pour ça qu'Hachem, il m'a fait sortir d'Égypte, parce que c'est comme ça et pas autrement. Mais pour celui qui sait pas répondre, celui qui sait pas poser de questions, on va lui dire autrement. D'ailleurs,
on va remarquer encore autre chose. Les 3 premières questions, c'est-à-dire le Chacham, le Racha et le Tam, c'est écrit dans une langue masculine. Ça veut dire c'est toi, le père, Ata. Bon, en hébreu, on fait la différence entre tu, féminin et masculin. Donc c'est Ata, toi, le père, qui doit donner la réponse. Mais pour celui qui ne s'est pas posé la question, c'est At Petachlo, c'est au féminin. On va répondre. Qui c'est qui doit lui donner la réponse à celui qui ne s'est pas posé de question? Eh bien, c'est la maman, c'est At. C'est la femme qui doit répondre à la question. Pourquoi? Parce que là, il faut venir en douceur. Tu sais pas pourquoi il s'est pas posé. Alors peut-être le pauvre, eh ben oui, il est un peu simplé, on va dire. Il sait pas qu'est-ce que ça veut dire de poser une question. Il n'a pas un éveil. Donc il faut aller très doucement. Maintenant, quand tu lui parles, en fait, et quand tu lui dis, bah, Vourzé à ça Hachem li, c'est pour ça qu'Hachem il m'a fait ça quand je suis sortie d'Égypte. Chazal, ils nous disent que là, en fait, tu vas le mettre devant un choix. Maintenant, regarde, tu sais pas poser de questions. Ok, alors c'est pas de ta faute si tu sais pas te poser de questions. Mais il faut que tu fasses un choix. Pourquoi? Parce que comme tu sais pas te poser de questions, alors tu peux aller après le rachat ou après le haram. Ça veut dire que tu te laisses un peu emporter, tu te laisses un peu conduire par les événements. Donc il y a un danger. Maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Et là, tu dois faire un choix. Ça veut dire, Michel Oyodé Alishol, il doit faire le choix. De quoi? Eh bien, le choix de dire, moi, je veux être comme lui. Moi, je veux me rattacher au tzaddik. Moi, je veux me rattacher au Talmid Chacham. Moi, je veux me rattacher à la Torah. Ça veut dire que je ne sais pas poser de questions. Bon, eh ben, c'est comme ça qu'Hachem il m'a créé. Ça pourrait ne pas être grave si tu arrives après à faire le bon choix et de dire, eh ben, décide après qui tu veux aller. Est-ce que tu peux après ça ou après celui-là? Donc, Michel Oyodé Alishol, il faut le mettre quelque part devant ce choix et cette responsabilité. Chazal nous explique que dans une dimension, dans une macro-dimension, on va dire, ces 4 fils-là, ce sont aussi des époques, ce sont aussi des générations. Et c'est évident que nous sommes aujourd'hui dans la génération de Michel Oyodé Alishol. Pas parce quand on dit qu'il ne s'est pas posé de questions, c'est pas poser des questions stam. Savoir poser une question, c'est peut-être plus difficile des fois que de donner une réponse, parce que poser une bonne question, c'est aussi une chorma. Donc nous sommes dans une génération où on n'a pas tellement cette chorma, parce qu'il y a tellement de questions qui ont été posées depuis des millénaires. Il y a tellement de mauvaises réponses et aussi des bonnes réponses qui ont été données. On ne sait plus quelles sont les bonnes questions. Les bonnes questions, ce ne sont pas forcément des questions philosophiques. C'est de savoir exactement à quoi on veut se rattacher. Donc, ne sachant pas poser les bonnes questions, ce qu'il nous reste à nous dans notre génération, eh bien, c'est d'être rattaché, justement, de se rattacher au tzaddik, de se rattacher au Talmid Chacham et de dire, moi, je veux être comme celui-là. Et c'est pour ça que le soir de Pessah, on dit que chacun, il doit se voir comme si lui-même il était sorti d'Égypte. C'est-à-dire que tout ce jeu qu'on fait, en fait, c'est de toujours d'être dans ce rattachement, de vouloir se rattacher. Maintenant, voilà, je vais faire comme si, parce que moi, je veux vivre la sortie d'Égypte. Donc, je me rattache à une dimension pour en fait m'identifier à cette dimension, à cette mida. Donc c'est ça que HaKadosh Baruch Hu nous demande en fait le soir de Pessah, c'est d'être attaché au tzaddik. Et comme avait fait Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, il avait pris les Atzmot Yosef, comme les 12 tribus d'ailleurs sont sorties d'Égypte, puisque les 12 tribus, c'est pas seulement Yosef, mais aussi Yehuda, Shimon, Issachar, etc. Tous les fils de Yaakov sont sortis aussi d'Égypte, évidemment dans leur cercueil, mais ils ont les Bnei Israël les ont pris pour que le début et la fin soient toujours rattachés. Voilà, que nous ayons de bonnes préparations pour Pessah, Bezrat Hashem, et Bli Neder, on va essayer de encore sortir de nos casseroles et de nos marmites la semaine prochaine pour pouvoir faire encore une préparation, l'Irvod Pessah. Shavuot Tov et bon préparatif.